Alors bonjour, bonsoir à tous. C'est la deuxième fois que je tourne l'intro de cette vidéo parce que j'avais oublié d'allumer mon micro comme une pure débile. Alors aujourd'hui on va apprendre à peindre un tableau. Enfin, on va apprendre. C'est quelque chose qui est pas forcément très facile. Ça prend pas comme ça en une vidéo. Il va falloir s'entraîner un petit peu. Et c'est surtout que je ne suis pas une professionnelle, que ce soit une professionnelle du dessin, que ce soit je suis pas aux beaux-arts. Je fais pas ça de mon métier. C'est vraiment juste une passion comme une autre. Passer 2-3 choses que je connais pour des gens par exemple qui aimeraient se mettre à la peinture et qui savent pas trop où commencer. Même si là, pour l'exemple, je vais peindre sur une toile dont la base est noire. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'une base blanche. Alors l'idée c'est que en fait récemment donc j'ai voulu faire 2 toiles un peu dans le même esprit et donc j'ai fini la première et donc je me disais bah, pour la deuxième j'en ferai une vidéo. Donc voilà la première. C'est un magnifique pangolin rouge avec des petites éclaboussures qu'on appelle du dripping. On va essayer d'apprendre en gros à faire ça. Alors du coup ce que j'ai utilisé comme peinture, donc pour le fond c'est de la gouache, j'en parlerai plus tard, tout ce qui est le rouge, le blanc, de l'acrylique en fait. Ensuite je parlerai aussi de la technique de dripping du coup, donc là ce qu'on voit un peu ici, on voit des petites éclaboussures, que ce soit rouge, que ce soit blanche. Bah, ça s'appelle du dripping et du coup le dripping, eh ben, je vous apprendrai comment en faire et on en parlera un peu de manière, bon, voilà, les artistes qui l'utilisent, pourquoi est-ce que ça s'utilise. C'est un peu le cliché de l'art hein, qu'on voit dans Intouchable, mais le mec a juste saigné sur une toile. En fait, il y a quelque chose derrière. Hein, c'est vraiment un autre débat, on va pas en parler parce que vraiment là, on va pas commencer à se débattre sur l'art et sur les artistes, ça se prend. Enfin bref, on parle pas de ça. Pour essayer de suivre ce tuto, même si c'est pas vraiment un tuto, c'est vraiment un anti-tuto, si on peut dire ça, il va vous falloir plusieurs choses. Donc du matériel très simple, hein, vraiment, vous pouvez soit le trouver n'importe où en magasin, soit vraiment chez vous dans vos placards. Vous ennuyez pas avec ça, vraiment. N'achetez pas forcément de la ultra bonne qualité, c'est votre premier tableau. Imaginons que ça ne vous plaise pas, vraiment ça serait dommage d'acheter du gros truc. Alors on va commencer avec les pinceaux, donc perso moi j'ai... Vas-y, fais du bruit. Donc perso pour les pinceaux, j'ai un petit set, donc ça je ne sais pas si ça coûte très cher, mais en vrai vous pouvez en trouver un peu partout des pinceaux, que ce soit à Action, que ce soit dans les magasins, dans le rayon, vous savez, j'ai arrêté de jouer avec ça, que ce soit pour la rentrée scolaire ou quoi que ce soit, c'est des pinceaux tout nuls, mais franchement ça fait le taf. Ensuite, j'utilise 2 palettes, donc une palette que j'appelle la palette mouillée, parce qu'il y a des petits réceptacles où je peux mettre de l'eau dedans pour mélanger avec la peinture pour faire une peinture beaucoup plus liquide. Contrairement à, bah voilà, c'est une palette en bois toute conne, vraiment toute simple. Et là je vais plutôt étaler mes peintures pour avoir un résultat plus sec et pouvoir faire des... On va voir le mouvement du pinceau en fait sur la toile. Donc si vous n'avez pas de palette, parce que ça arrive, parce que on n'a pas tous des palettes chez soi, vous pouvez prendre une pochette plastique. Vous savez les pochettes plastiques pour mettre des documents dedans, vous pouvez facilement mettre de la peinture dessus. J'ai mimé la peinture. La peinture, vous pouvez mettre la peinture dessus du coup et ça marche très bien. Après vraiment vous pouvez même utiliser une feuille de papier glacé, franchement papier glacé genre comme on trouve dans les magazines, ça marchera parfaitement, vraiment il n'y a pas de problème. Ensuite, élément suivant, des chiffons. Donc là, ça c'est un ancien t-shirt que j'ai découpé, je le mettais plus, il était taché. Tac, je le découpe, j'en ai plein. Dans mon armoire, qui est... Désolée, c'est un peu le bordel derrière, j'ai énormément de chiffons que j'ai récupérés d'anciens vêtements. J'utilisais le système D tout le temps. Vraiment tout le temps. Pour la peinture, bon, peinture à l'huile évidemment, non, c'est faux. Vraiment la pire blague de l'histoire de l'humanité, c'est pas possible. Donc pour la peinture, j'utilise de l'acrylique. Donc l'acrylique, c'est une peinture assez cool parce qu'en fait elle peut se travailler par couche. Imaginons que je fasse une couche, bah là comme on a vu sur le pangolin, une couche de rouge, je le laisse sécher, je rajoute un peu de blanc pour faire une touche de lumière, le blanc ressortira nickel. Il va pas y avoir de mélange avec le rouge, donc c'est très agréable à regarder comme ça. Et c'est très facile à utiliser. Après, le problème de la peinture acrylique, des fois elle a un effet brillant parce que, alors en magasin, grande surface, vous allez trouver des bouteilles d'acrylique comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on utilise en maternelle. Désolée de le dire. D'ailleurs, c'est un de mes potes qui travaille en périscolaire qui me les a passés parce qu'il les utilise pas. Mais ça, c'est vraiment le moins cher. Et
ça fait une peinture un peu brillante, contrairement à ça que vous pouvez trouver en papeterie. Ah, attendez, oh, je vais pouvoir faire comme les youtubeuses. Enfin, j'en suis une maintenant. Ça fait pas du tout le focus, je suis nulle à chier. Il y a des gens dehors qui m'ont regardé. Alors oui, du coup, cette peinture-là, elle se trouve en papeterie, ils ont toujours pas changé de trottoir. Voilà, c'est moins gênant. Deuxième inconvénient, vous laissez sécher la peinture. Imaginons que vous ayez terminé une session de peinture, vous laissez comme ça. Vos pinceaux, si vous les avez pas nettoyés, c'est mort. Vraiment, va falloir vraiment les frotter pour les récupérer. Ça va faire des pinceaux tout dégueux. Donc dernier conseil pour la peinture, si vous avez les cheveux longs, attachez-les-vous. Si vous avez vraiment pas de temps devant vous après votre session peinture et que vous voulez pas avoir les mains sales, mettez des gants. Si vous faites de la bombe en aérosol, mettez des gants. Si vous décolorez les cheveux et que vous voulez les recolorer, mettez des gants. Moi ça me dérange pas d'avoir des taches de peinture sur les doigts, mais si vous ça vous dérange, mettez des gants. Vraiment, c'est le seul, vraiment un des meilleurs conseils que je peux vous donner. Ensuite, il faudra des vêtements par-dessus les vôtres parce que une tache c'est vite arrivé, surtout si là on fait du draping, c'est sûr une tache ça va vite arriver, que ce soit pour le haut comme le bas. Trouvez-vous des vêtements dégueulasses. Voilà, par exemple moi j'ai ma chemise qui me sert à la fois pour mes décolorations de cheveux et à la fois pour la peinture. Il y a certaines peintures qui ne partiront jamais. Votre jean il est foutu à vie. Encore un nouveau truc, là je vais peindre sur toile, mais imaginons que vous n'ayez pas de toile ou que vous n'ayez pas d'argent pour vous acheter une toile, ce qui peut totalement arriver, ou alors que vous voulez vous entraîner juste à la peinture tranquillement chez vous, et ben utilisez du papier un peu plus épais. Cette toile là je l'ai peinte à la gouache, mais si vous peignez sur du papier, ne peignez pas à la gouache, ça va partir en morceaux. C'est vraiment une peinture qui s'écaille, qui est vraiment sèche j'ai l'impression. Faut que ce soit dans votre esprit, gouache, papier, c'est un peu mort. Ou alors il faut vraiment la diluer et à ce moment-là c'est pas forcément ce qu'on va chercher à faire. En tout cas dans l'exercice là que je vais faire aujourd'hui, c'est pas ce qu'on va chercher à faire. Du coup n'ayez pas peur, on va apprendre à peindre. On va aussi apprendre à créer une forme, à créer quelque chose qui ressemble à ce que vous voulez dessiner. Donc quand même selon un modèle, enfin, je vais peindre un loup aujourd'hui. Vous pouvez prendre ce que vous voulez comme animal. Je vais vous montrer comment voir les formes dans les dessins, comment essayer de retranscrire les choses et tout ira bien, on y va tranquillement. Même moi si je me loupe, hein, vraiment. Par contre, vraiment si je me loupe en vidéo, il n'y a pas de souci. Je posterai quand même la vidéo, je montrerai où est-ce que j'ai fait une erreur, etc. Et on apprend ensemble petit à petit, pas à pas. Et j'espère qu'il y aura d'autres vidéos peinture, parce que c'est quelque chose qui me plaît assez. C'est très relaxant, c'est très relaxant. Après je vais pas vous apprendre non plus des techniques incroyables parce que je m'y connais pas non plus énormément. Voilà, dans un setup un peu plus... c'est assez étrange quand même de filmer comme ça. Donc là j'ai sorti mon modèle. C'est un magnifique loup. Comme vous avez pu voir sur le pangolin, on va pas faire des couleurs réelles donc c'est pour ça que je l'ai pris en noir et blanc pour juste avoir les valeurs, donc les valeurs, le noir, le blanc. Donc c'est ce qui est un peu plus difficile sur un tableau noir. On va pas devoir créer l'ombre, on va devoir juste profiter de l'ombre du tableau et on va juste rapporter la lumière et les valeurs entre le noir et le blanc. Donc en gros le gris. Alors je vais zoomer. Oh, bonjour monsieur le loup. Alors qu'est-ce qu'on peut voir déjà sur ce loup? Et ben on peut voir déjà la ligne qui fait vraiment tout le long là. On peut voir donc son axe de symétrie du visage. Même si son visage n'est pas symétrique, ça nous aidera vachement sur notre tableau. On peut voir déjà que ça s'inscrit dans un rond. Et puis on a la petite pointe là en bas. On peut noter bien évidemment les deux yeux et la truffe. Les yeux, quand on regarde bien, ils sont à la moitié de ce rond. Tout dans le corps humain, dans les corps des animaux, est fait de manière symétrique et mathématique. La distance entre les yeux, c'est la même jusqu'à le bas de la truffe. Tac, ça nous fait limite une croix dans un rond. Après, quand je dis que c'est symétrique, ne prenez pas ça au pied de la lettre, s'il vous plaît. C'est vraiment des termes pour simplifier. Et en bas, nous avons, tac, la truffe. Oui, là, je vois un axe de symétrie avec la truffe. Regardez, tac, au milieu de l'œil, si je redescends, j'arrive au niveau de la truffe. Donc nous avons nos points de repère et on va pouvoir commencer pour dessiner sur un tableau noir. Donc c'est très simple, crayon blanc, crayon de papier ou mine de plomb. Mine de plomb, on verra ça peut-être un autre jour. Si vous savez pas ce que c'est en fait, c'est comme si on avait pris un crayon de papier,
mais qu'il n'y a pas le bois autour en fait, il y a juste la mine. Et du coup c'est assez gros, mais c'est pas mal, enfin c'est censé ne jamais se casser. Moi personnellement il est cassé en 3 dans mon sac, je ne sais pas où il est. Faire les bases du tableau. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer très fort. Vous pouvez appuyer tout doucement si vous avez peur que ça marque trop votre tableau. Personnellement, je trouve que ça rajoute des traits en plus, ça peut être assez intéressant. On essaye de relâcher bien son trait. Si vous sentez pas trop bien, mettez-vous debout, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Être debout, ça permet de relâcher un peu son trait, donc ça peut être pas mal. Bon, on voit à peine. B, tac. Ici, j'ai mon rond. Donc j'ai fait juste l'axe de symétrie des deux yeux et je vais venir prendre le milieu de mon cercle. Donc l'écart entre les yeux, on peut faire ça à peu près la truffe. Et là un peu aplati, un peu carré. Je remonte tout droit au niveau de la truffe pour avoir l'emplacement des yeux en fait. Là on voit que les yeux sont un petit peu penchés. Donc la truffe c'est l'intérieur de l'œil. Merci les motos. Si vous avez vraiment du mal, gardez votre image à la main. Tac. Je vais déjà faire la pupille, donc très important, faut pas qu'il louche votre loup ou votre n'importe quel animal. Et donc là je vais prendre milieu de pupille et descendre. Hop là. Mettre mon truc, hop, je descends et ça fait un tac. Je vois que sous le nez du loup c'est pas très bas. Hop là. Et je relis. Pour les oreilles. On change pas une équipe qui gagne. Tac, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, on peut suivre toujours les yeux, hein, vraiment, ça commence au niveau de l'œil, on peut tracer, et là, on peut dire coin de l'œil. Oui, on peut dire, voilà, on peut prendre le centre du cercle qu'on avait tracé, et on passe par l'œil, et ça nous donne des indications. Même si les indications paraissent bizarres, vraiment, vous pouvez trouver des petites corrélations comme ça par rapport à votre image. C'est de trouver des points de repère par rapport à d'autres. Et par exemple, ce que j'avais montré tout à l'heure, c'est de prendre vraiment, vous voyez la distance milieu de haut de tête, je peux reporter avec mes deux doigts, tac, jusqu'en bas au niveau de la truffe. Mais sur une image, vous pouvez l'analyser comme ça, analysez-la bien, comment elle est construite avant de commencer à dessiner. Montrer où était la mâchoire, hop, je peux le continuer. Hop, je reprends mon crayon et je monte jusque là. On va prendre un peu une règle parce que j'ai peur de me tromper. On regarde les oreilles parce que je pense que les oreilles c'est le plus important, c'est ce qui fera la différence entre votre loup et un renard. L'oreille, on voit qu'elle est bien droite. Alors, on va chercher à peu près quelle est la hauteur de l'oreille. Et ça correspond à œil et bouche. Là, je vais regarder sur mon tableau l'œil et la bouche, où est-ce que je les ai mis, et je vais reporter ça au niveau de l'oreille. Tac. Hop là. Et donc j'ai mon point qui est juste ici. Pour l'autre oreille, vous ennuyez pas, c'est la même longueur que l'autre à ce niveau-là. Et voilà. Bon, maintenant on voit que ce loup, il est quand même assez fit, hein, vraiment, il est très très géométrique. Et là on va lui apporter un peu de poils. On va lui faire 2-3 poils, un peu le grossir, juste en mettant 2-3 traits. Poils. J'ai mélangé du bleu et du rouge pour donner du violet.
Donc c'est un violet qui tire plus sur le bleu parce que j'ai plus rajouté de bleu que de rouge. Je vais ajouter un peu d'eau dedans pour faire un lavis. Le lavis, c'est une peinture très fluide. Et comme ça va nous permettre de nous travailler en transparence par rapport au trait qu'on a fait. Sur le loup, on peut voir des zones d'ombre. Donc ici, là, l'intérieur des petites oreilles, le côté, la truffe, hop, les babines. Donc on va faire tout ce qui est gris. On va faire tout en bleu et plus insister à des endroits que d'autres. Vous inquiétez pas pour votre dessin que vous avez fait, on le verra toujours. Et après, on rajoutera du blanc à certains endroits, on repassera du bleu par-dessus et vous verrez, ça fera du bleu plus clair ou plus foncé à certains endroits. Passer au blanc. On va prendre plutôt un pinceau à bourron, voilà, juste pour mettre la peinture. Et pareil, encore un pinceau dégueulasse, c'est une petite brosse. Et du coup, ça permet de mieux étaler la matière et que ce soit un peu plus rêche. Donc on prend à peine de peinture et je viens en appliquer là où je vois des zones de lumière. Moi je suis gauchère, donc il vaut mieux que je commence par la droite et que j'aille dans ce sens-là. Sinon ma main elle va traîner sur le dessin et ça va faire des traces. J'en suis sûre à 70% que ça va le faire. Et vous voyez, en fait, il me reste un peu de peinture sur mon pinceau pour étaler. Du coup, ça me permet de faire des endroits où il y a moins de lumière, mais il y en a quand même. Pour l'oreille, on va dire que c'est fait. On va passer au contour de l'œil. Je peux même venir mettre de l'eau un peu sur mon pinceau. Ce pinceau il est sec mais il est à peine humide en fait. Il faut vraiment que quand vous le touchez, vos doigts ne sont pas mouillés, ils sont à peine mouillés. Donc ça vous permet d'encore plus étaler la matière. Ça va venir fondre la peinture. L'avantage des pinceaux brosses aussi, c'est que donc vous pouvez utiliser comme une brosse, donc vraiment pour en étaler le maximum, mais vous pouvez aussi utiliser sur le côté pour avoir vraiment juste la pointe. Vous voyez, c'est pas quelque chose de lisse. On voit le coup du pinceau, on voit les éclaboussures. Si vous en faites, c'est pas grave en plus. C'est pas mal. Toujours se rassurer, toujours se dire c'est pas mal. Maintenant, ici. Je tremble un peu et du coup ça donne des formes un peu aléatoires. Mais c'est cool parce qu'on fait du pelage et que le pelage c'est un peu aléatoire en vrai. Vous pouvez même laisser aller un peu plus votre pinceau, soyez un peu plus libre quand vous faites du pelage. Imaginons que vous dessinez des hautes herbes. Vous pouvez laisser aller un peu votre trait. S'il y a des ratés, c'est pas grave, c'est quelque chose qui... Voilà, on fait quelque chose de naturel. Donc il y a forcément des ratés à des endroits. Bon, là ma hantise c'est que ça ressemble peut-être à peine trop à un renard. Au pire si ça ressemble trop à un renard je dirais oui je fais un renard et je m'enfoncerai dans mon mensonge. Oui j'utilise mon doigt. Si vous avez plus de pinceau sec, les doigts des fois ça étale bien la peinture. Je vous avais parlé de ces bouteilles, c'est de l'acrylique un peu glossy, c'est dommage mais j'ai que ça brillera un peu plus autour des yeux et sur la truffe. Je vais prendre un pinceau à peine plus fin pour faire les yeux, donc là on se concentre.
j'en ai beaucoup moins sur mon pinceau. Je vais venir tracer un peu la bouche, enfin la gueule. Et là, contour de l'œil. J'enlève ma montre, là c'est du sérieux. Si on dépasse un peu sur le rouge, c'est pas grave. On peut repasser par-dessus, y a pas de souci. Oh mon dieu. Bon, on reprend du blanc. On vient tapoter. Tic 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 tic. Et ben voilà, ça a disparu. La magie. Je viens un peu retravailler l'œil avec le blanc parce que je vois que je suis allée un peu trop loin. Je vais faire vraiment de l'eyeliner. Passe à l'œil numéro 2. On va faire une pointe noire dans l'œil au niveau de la pupille. Là on se concentre pour pas qu'il y ait un strabisme encore. Bon, maintenant tout le travail qu'on vient de faire, on va le ruiner un peu. Je viens prendre un peu de ma peinture que j'ai fait, la violette. Je viens de le mettre dans un petit compartiment. Je vais mettre de l'eau dessus. Hop. Parce qu'après tout, qu'est-ce que c'est une peinture sur laquelle on a passé déjà 1 ou 2 heures. Hop là, je viens mettre de l'eau dedans pour la rendre un peu plus fluide. Vous voyez, la peinture elle est beaucoup plus fluide. Là, après le beau travail en blanc qu'on vient de faire, on va faire un truc affreux qui est repasser par-dessus. Je vais peut-être remettre un peu plus de blanc. Il est un peu plus blanc que tout à l'heure. Là, on va passer de la peinture giga fluide violette pour qu'on voit à travers le blanc qu'on a déjà fait. On y va, pareil, tout le temps dans le sens du poil. Oh mon dieu, elle est beaucoup trop épaisse. That's what she said. Et alors là, on va commencer la partie un peu marrante qui est les drippings. Donc, bon, alors je ne sais pas à quel moment ça s'est arrêté. Qu'un Sumérien voit cela et dit ah, chais. Mais j'ai fait du dripping. Vers la fin, j'en referai 2-3. Donc, je vous montrerai comment j'ai fait ça. Et j'ai fait surtout des petites coulures là qui ont peut-être niqué le tableau. On verra bien vers la fin. Alors, on se retrouve en facecam pour parler de qu'est-ce que c'est le dripping. Donc le dripping qu'on a traduit par égouttage en France. Donc ça a été créé environ au XXe siècle. On en attribue la paternité, plutôt la maternité sur le coup, à Jeannette Sobel. Donc Jeannette Sobel, on peut voir que c'est du dripping pur et dur, avec différentes couches de dripping, donc des espèces d'éclaboussures de peinture, des traits de peinture, vraiment de la peinture liquide sur lequel on voit qu'elle a dessiné ensuite. Comme le mouvement était tout nouveau à l'époque, cette idée de faire des espèces d'écoulements de peinture, ça a marqué un artiste que certainement vous connaissez. Si vous connaissez un peu l'art, vous devez connaître un peu ce nom. Dans le monde du dripping, le plus connu c'est Jackson Pollock. Jackson Pollock, apparemment il a commencé sa série de drip en 1945, aujourd'hui il est décédé. Et du coup dans le travail de Jackson Pollock, ce qu'on peut voir c'est qu'à travers ses éclaboussures, il transmet des émotions. En fait, grâce à son geste, grâce à les mouvements qu'il a fait en peinture, on peut deviner quelle émotion il a essayé de transmettre. Si le mouvement est plus fluide ou si le mouvement est plus ardu. Et là où on peut se moquer de la peinture abstraite, en réalité elle arrive totalement à transmettre des émotions dans un simple mouvement de pinceau. Après, bien évidemment, si vous ressentez une émotion en regardant ces tableaux, c'est peut-être pas ce qu'avait l'artiste pendant qu'il les peignait. C'est pas le but d'un artiste. L'artiste ne veut pas que vous ressentiez ses émotions à lui, mais plutôt une émotion. Et comme autre nom qu'on a dans le dripping, on a aussi Max Ernst. Donc là encore, c'est du dripping, quoi. J'ai rien d'autre à dire. Après, le dripping, c'est surtout un art qui est vraiment beau quand on le voit faire. Quand on voit le mouvement de l'artiste ou quel dispositif il va mettre en place pour réussir à faire ses drips. Vous avez déjà certainement vu ça sur Instagram, TikTok ou autre, avec des gens qui accrochent un peu de peinture à une ficelle, qui font un trou et qui font un mouvement de balancier. Ça peut être considéré comme du dripping.
totalement, parce que certains mouvements essayent plus d'expérimenter plutôt que de rechercher une émotion ou à traduire quelque chose. Je vous encourage à tenter des choses en termes de peinture, d'essayer un maximum, que ce soit sur des toiles, sur des feuilles, avec n'importe quelle peinture, tentez plein de choses. Donc là vous pouvez voir que j'ai fait un petit pochoir marqué loup, pour rappeler l'autre tableau où il y avait marqué pangolin. Je vais pas expliquer comment on fait un pochoir parce que bon c'est pas trop compliqué, faut juste découper les lettres et si les lettres ont des trous, par exemple le O, et ben faut laisser des petits bâtons qui relieront la feuille et les trous, enfin pour pas que ça se fasse un énorme trou en fait. Je vais le mettre sur le côté comme ça, j'essaye de mettre le moins de peinture possible et je tamponne. Hey, pas mal. Alors là on va passer aux dernières retouches de blanc. Donc là ce serait de la peinture avec presque pas d'eau, presque pas de peinture sur le pinceau pour vraiment garder la texture de la peinture. Bon c'est pas mal, on a rajouté un peu de texture. Je vais ajouter plus que du noir parce qu'on voit qu'il s'est un peu pris du blanc dans l'œil. Je vais refaire à peine aussi le rouge de l'œil, histoire de rappeler un peu l'autre tableau avec le pangolin. Là je tapote avec mon pinceau parce que la peinture n'est pas encore séchée. Je vais pas étaler la matière si je tapote. Pour ceux qui sont familiers avec le maquillage, c'est un peu pareil. Et là je vais rajouter une pointe de blanc. Et cette pointe de blanc va me permettre d'amener de la lumière dans le regard. Une pointe. Voilà, on touche plus à rien et on attend que ça sèche. En attendant, je vais préparer de quoi faire du dripping parce que je trouve qu'il en manque un peu, puis j'aimerais bien un peu recouvrir les écritures. Ma peinture pour le dripping est finie, donc on va pouvoir s'attaquer au dernier dripping sur la toile. Donc je prends mon poignet, je le lève, tac, j'arrête au dernier moment. Dernier, allez un dernier. On n'a plus envie de s'arrêter une fois qu'on a commencé. Je pense qu'on va s'arrêter là. Bon bah la vidéo est terminée, donc c'était mon troisième tableau que je réalisais. Donc j'en suis assez fière, bientôt il y aura, je mettrai ma signature quelque part par là et je mettrai un petit peu de vernis pour que ça brille un petit peu. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est pas forcément une vidéo pour vous apprendre à 100% comment peindre, comment devenir un artiste, hein. C'est juste pour vous montrer voilà, comment faire un tableau assez simplement. Je dis pas que mon tableau est magnifique non plus, bien sûr, même si j'avoue que j'en suis un petit peu fière. Et j'espère que la personne qui va recevoir ce tableau en sera fière aussi. Pareil pour le pangolin d'ailleurs. De base j'ai ouvert cette chaîne YouTube parce que j'aime bien tourner et monter des vidéos. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup mais que j'avais pas de matière à monter ou à tourner. Et je me suis dit bon bah j'ai d'autres passions et j'aimerais beaucoup les transmettre à des gens. Donc je me suis dit bon bah pourquoi pas allier les deux. Et je suis déjà très fière avec une vidéo toute pourrie que j'ai fait pour les cours d'avoir eu déjà 20 abonnés et puis une centaine de vues, c'est déjà fou. J'arrête de faire un peu la youtubeuse, quoique bah, partagez, likez, faites ce que vous voulez avec la vidéo. Et voilà, merci à vous, bonne fin de journée, c'est tout ce que j'ai à dire.